Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ce n'est pas la grande bousculade au port de la CENI pour déposer les dossiers de candidature aux élections de décembre prochain. 48 heures après l'ouverture, c'est le calme plat. Ce qui était inimaginable il y a quelques années devient possible aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée frappent à la porte du site pour en devenir des États membres. L'Amérique commémore aujourd'hui le 11e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Recueillement et méditation dominent au pays de l'oncle Sam. Mais tout d'abord, audience du président de l'Assemblée nationale pour commencer cette édition. Le président du Conseil d'État, Venant Ouédraogo, installé en juillet dernier dans ses fonctions, a eu des échanges cet après-midi avec Roch-Marc Christian Kaboré autour de la nouvelle dynamique à insuffler au Conseil d'État ainsi que ses relations avec les autres institutions de la République. En premier lieu, le Parlement. Le président du Conseil d'État au micro de Ibrahim Guigma. Je suis venu prendre avec son Excellence, M. le Président de l'Assemblée nationale, pour le remercier d'abord pour sa présence lors de mon installation le 3 juillet dernier et en même temps rappeler qu'à cette occasion, j'avais souhaité que le Conseil d'État puisse rencontrer toutes les institutions de la République pour pouvoir exposer son rôle justement dans notre pays en ce qui concerne justement la bonne gouvernance et l'implantation de l'état de droit. Donc c'est sur ce point essentiellement que je suis venu le voir et on a échangé aussi sur d'autres points, bien sûr, sur le code électoral. L'Assemblée nationale vote les lois que nous sommes amenés à appliquer et parfois il y a des difficultés d'interprétation. Lorsque on approche l'Assemblée nationale, on a peut-être beaucoup plus de facilité de compréhension. Et de voir un jour cette Assemblée inviter éventuellement le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel à venir soit participer au débat ou à donner leur compréhension des dispositions du code électoral pour une application plus simple. On ne se bouscule pas au portillon de la CENI et pourtant, depuis hier, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante sont ouverts pour recevoir les candidatures aux élections du 2 décembre prochain. Pour sûr, les partis politiques ont jusqu'au 23 septembre pour déposer leur liste. En attendant, Aguima David Tombiano et Lassina Ouattara sont allés faire le point 48 heures après le début des opérations de réception des candidatures. À la présidentielle, la réception des candidatures s'est faite au greffe du Conseil constitutionnel. Pour les législatives du 2 décembre 2012, c'est à la CENI que les choses se passent. Au siège de la commission, Maxime Bandaogo et ses coéquipiers sont sur le qui-vive, prêts à accueillir les mandataires des partis politiques et à leur délivrer le récépissé vert ou rose à la fin de l'enregistrement des dossiers de candidature. Le mandataire présente donc ces dossiers. On passe à une phase de vérification. Il se peut qu'il y ait des pièces qui manquent, il se peut qu'il y ait des pièces qui soient mal remplies. Ces lacunes sont notées sur une fiche qui va être jointe au récépissé de dépôt rose. Pour les candidats aux élections locales, les formalités se font auprès des démembrements de la CENI, les commissions électorales communales indépendantes qui sont également de service à travers tout le Burkina. Partout, le service de réception est ouvert de 8h à 12h et de 15h à 17h. Mais pour l'instant, les candidats se font attendre. Certainement que la pression risque de se faire sentir au dernier jour et des dispositions sont prises pour faire face au flux des candidatures le 23 septembre. Les équipes travailleront exceptionnellement ce jour-là à feu continu jusqu'à 24h. Il faut noter qu'il y a 5 équipes qui sont mises en place. À partir du 21 jusqu'au 23, parce que nous savons que ce sont les derniers moments. Donc le travail sera beaucoup plus intense et à ce moment-là, l'ensemble de l'équipe, parce il faut noter qu'il y a 5 équipes qui sont mises en place. L'ensemble des 5 équipes vont être mises en mouvement pour pouvoir parer à toute éventualité et être à la hauteur donc, de la tâche. Concomitamment à la réception des candidatures, l'enrôlement se poursuit pour ceux qui n'ont pas pu le faire au moment prévu pour des cas de force majeure. Le code permet qu'ils puissent s'enrôler même lorsque les inscriptions sont closes.
C'est possible donc jusqu'au 30 pour ceux qui peuvent justifier ce qui les a empêchés de venir devant nos opérateurs de quitter pendant la période des 4 zones-là. C'est possible donc pour ces personnes de venir à la CENI munis de leur justificatif pour se faire délivrer la carte d'électeur. Là, au moins, une douzaine de personnes se sont présentées aux équipes d'enrôlement qui restent disponibles jusqu'au 30 novembre 2012 pour prendre en compte le cas particulier des travailleurs mutés ou admis à la retraite, des condamnés qui recouvrent leur droit de vote. Une session de formation au profit des partis politiques se tient à Zignaré, dans l'Oubri-Tenga, et se penche sur les droits et devoirs des animateurs de la vie politique nationale. Le ministère des Droits humains et de la Promotion civique a initié cette rencontre afin d'inculquer aux leaders et militants des formations politiques les notions de base des droits humains. Reportage à Zignaré, Salinana. Dans la nouvelle vision du gouvernement burkinabé tracée dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, le civisme et la citoyenneté occupent une place de choix. Des instruments juridiques relatifs aux droits humains sont adoptés par le Burkina, mais restent méconnus, voire ignorés des partis politiques. C'est ce qui explique cette session de formation au profit des partis politiques sur leurs droits et leurs devoirs. Vous savez que la Constitution fait obligation aux partis politiques d'être les animateurs de la vie publique. Et de ce point de vue, les partis politiques sont des écoles de formation à la citoyenneté. J'entends pendant les échéances à venir voir les hommes politiques donner l'image d'hommes et de femmes responsables, soucieux de la question des droits humains. Une cinquantaine de représentants de partis politiques prennent part à cette première session de formation. En 2 jours, les participants vont échanger sur le cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits humains, leurs responsabilités et leur contribution dans l'ancrage démocratique au Burkina Faso. Nous attendons pouvoir mieux comprendre les textes portant les fonctionnements des partis politiques, et notamment aussi à nos droits et à nos devoirs, notamment à la question électorale aussi. Un militant sans formation, ce n'est pas un militant. Cette session devrait permettre aux participants de s'approprier les notions de base sur les droits humains qui, à leur tour, vont former leurs militants à la base. Cogitation à Tinkodogo autour d'un plan de suivi et évaluation pour le sous-programme renforcement de la gouvernance politique. Les membres du comité de gestion et les partenaires de ce sous-programme se sont retrouvés dans un atelier de validation pour aboutir à une feuille de route consensuelle. Reportage à Tinkodogo, Aboubakar Sagnon. Sur la table des travaux de cette rencontre, le plan de suivi-évaluation du sous-programme renforcement de la gouvernance politique. Ces acteurs impliqués dans sa mise en œuvre ont une mission: s'accorder sur la définition des outils, des concepts ainsi que des indicateurs de mesure des performances qui seront atteintes dans la mise en œuvre du sous-programme de renforcement de la gouvernance politique. La politique étant là de gérer la cité, il est bon que la gestion de la cité soit efficiente, qu'elle repose sur des données objectives, qu'elle soit partagée par tous les citoyens. C'est pourquoi donc dans ce sens-là, nous, en tant que programme, en tant que sous-programme, nous avons à travailler avec beaucoup d'institutions, avec tous ces acteurs. Nous devons ensemble, justement, dans ce cadre-là, définir comment nous allons travailler, et comment nous serons nous-mêmes évalués, et comment nous allons suivre justement, si vous voulez, le déroulement de ces différentes activités. Cet atelier de 3 jours permettra également de former les participants en planification stratégique et opérationnelle. Le sous-programme renforcement de la gouvernance politique est une composante du programme de renforcement de la gouvernance approuvé par le gouvernement burkinabé et le PNUD en août 2011. Son objectif est de promouvoir l'état de droit et d'améliorer la gestion des ressources publiques, de même que la redevabilité des pouvoirs publics centraux et locaux vis-à-vis des populations. Lancement d'un projet d'alerte précoce au Burkina par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Objectif, renforcer les capacités des structures chargées de répondre efficacement aux impacts négatifs liés à la variabilité et au changement climatique. Reportage de Pelazi et Bempanomé Savargo.
Face aux effets imprévisibles des changements climatiques, le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut rester en alerte à travers la mise en œuvre d'un projet dénommé Projet d'alerte précoce au Burkina Faso. Nous vivons ici au niveau national des inondations et il y a des hausses de température qui sont prévues et au niveau des simulations qui sont faites. Dans le cadre de l'étude des phénomènes climatiques, il est apparu que de plus en plus, il y aura des périodes très chaudes, il y aura des inondations et il y aura des périodes sèches. L'alerte précoce, justement, permet de prévoir la survenue de ces phénomènes et faire face. Au lieu d'être surpris, quand on sait qu'un phénomène extrême arrive et qu'on s'organise, ce n'est pas la même chose que quelque chose nous tombe sur la tête et que maintenant il faut s'organiser pour gérer. Voilà un peu le concept de l'alerte précoce en matière de phénomènes climatiques. C'est un projet qui va permettre de disposer en temps réel des informations fiables afin de faire face aux effets néfastes liés au changement climatique. Financé par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, le programme devrait s'exécuter sur une durée de 36 mois. L'Afrique de l'Ouest à la recherche des meilleures pratiques agronomiques susceptibles d'améliorer la production de coton. Une quarantaine de chercheurs, de producteurs, d'agents d'appui conseil et de représentants de compagnies cotonnières se retrouvent à Ouagadougou pour revisiter les meilleures techniques de production cotonnière. Un partage d'expérience en quelques sommes. Reportage Ernest Kambiré. Comment déterminer l'humidité et la fertilité des sols à travers des pratiques très simples? Comment lutter contre les ravageurs et les mauvaises herbes ou encore quelles techniques à utiliser pour tester des semences de coton? Voilà autant de préoccupations auxquelles les participants à cet atelier régional de formation vont tenter d'apporter des éléments de réponse. Une quarantaine au total, ils sont chercheurs, producteurs, agents d'appui conseil ou représentants des compagnies cotonnières des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et pendant 5 jours, ils vont revisiter les meilleures techniques agricoles de production du coton, objet de cet atelier de formation. Bien sûr, ils ne permettent pas de toucher tous les producteurs, mais ce que nous espérons, c'est que les participants des différents pays, de retour dans leur pays, mènent un travail qui permette de toucher le plus possible de producteurs de coton. Vous avez les structures de vulgarisation, vous avez les structures de recherche, vous avez aussi les organisations de producteurs de coton. Tout ce monde-là doit être informé des bonnes pratiques agronomiques qui vont permettre, sans dépenser forcément plus, mais qui vont permettre d'avoir de bons rendements et bien sûr d'avoir plus d'argent. Renforcer les connaissances des participants sur les pratiques agronomiques susceptibles d'améliorer ou d'augmenter les rendements du coton à l'hectare, le Conseil ouest africain pour la recherche et le développement CORAF-UICAD, en collaboration avec l'INERA, l'Institut national pour l'environnement et la recherche agricole, boucle ainsi le dernier jalon d'une série d'activités appuyées financièrement par le ministère australien en charge de l'agriculture. 4 nouveaux pays font leur entrée au SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. C'est la substance du message du président en exercice du SILS, le président tchadien Idriss Déby Itno, à l'occasion de la journée du SILS célébrée demain. Un extrait de son allocution. C'est avec fierté et une immense joie que j'annonce l'élargissement de l'espace SILS avec l'adhésion à notre organisation de 4 nouveaux États, à savoir les républiques sœurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Guinée et du Togo. En leur souhaitant une cordiale bienvenue dans la famille SILS, je salue respectueusement l'esprit de solidarité et la vision de leur chef d'État dans la communauté de notre destin. Pour ma présidence à la tête de notre organisation, cette adhésion constitue un réel motif de satisfaction dans l'accomplissement du mandat qui nous a été confié et conforte nos convictions sur la pertinence du rôle de notre organisation commune, le SILS, axée sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles dans un environnement caractérisé par le changement climatique. En m'adressant pour la première fois aux populations sœurs de ces nouveaux pays membres,
Permettez-moi, en votre nom et en celui du chef d'État et de gouvernement des États membres du CIRS, de leur dire tout le bonheur que nous ressentons en les accueillant parmi nous. Qu'elles acceptent nos salutations fraternelles. Ensemble, et ensemble seulement, nous relèverons les défis majeurs qui nous interpellent, à savoir le renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. L'électricité partout est à portée des populations, un pari que veut gagner le ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie en lançant le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale PRIELAIR. Pour exécuter ce projet, le ministère a signé hier 2 contrats avec l'entreprise Angélique International Limited et un groupement d'entreprises marocaines et burkinabais. Le projet vise entre autres la réhabilitation et l'extension des lignes moyennes et basse tension, la réalisation de branchements en zone urbaine et rurale. Reportage Nathalie Savadogo, Jacques Lamissa Tarpaga. D'ici à 2 ans, 160 communes et villages seront électrifiés à travers le Burkina Faso. Par cette signature de contrat, les entreprises indiennes Angélique International Limited et marocaines Fabrilec PPI Burkina Faso s'engagent avec le ministère en charge de l'énergie pour l'exécution des travaux. Les localités concernées sont celles traversées par les lignes d'interconnexion. Le début des travaux est prévu pour le 1er octobre prochain pour s'achever en 2014 et les délais devront être respectés. L'électricité occupe une place de choix dans le programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Président du Faso et aussi une place de choix dans la SCAD qui est le référentiel aujourd'hui en matière d'économie et de développement de notre pays. Voilà pourquoi j'appelle donc les 2 entreprises à faire de telle sorte que le délai de 23 mois soit respecté et que les ouvrages soient rendus avec la qualité requise. Parce que notre objectif, c'est de faire de telle sorte qu'à l'horizon 2015, nous atteignons 60% du taux d'électrification de notre pays. Je compte sur l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur pour nous accompagner dans ce développement-là. Ce projet s'élève à plus de 18 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement BAD et l'État burkinabé. L'objectif à terme est d'accroître l'accès des populations à une énergie électrique de qualité et à moindre coût. La Chine multiplie ses interventions au Burkina en faveur de la promotion de la santé des populations. Nouvelle manifestation de cette coopération agissante, la remise ce matin d'un important lot d'équipements médicaux. Principal bénéficiaire, le centre médical de la présidence du Faso, Wendata Nathalie Kaori. En mettant ce matériel à la disposition du centre médical de la présidence du Faso, la Chine-Taïwan traduit son attachement à la réussite de la politique sanitaire du gouvernement burkinabé. D'une valeur d'environ 105 millions de francs CFA, ce don est l'aboutissement d'un projet qui a vu le jour en 2011. C'était lors de la visite de son Excellence, Monsieur le Président du Faso à Taïwan. Et il m'a exprimé son souhait d'avoir des équipements bucco-dentaires pour le centre médical de la présidence. Et donc, ainsi de suite, nous avons commencé la discussion. Nous jugeons nécessaire de compléter, même si partiellement, les équipements du centre. L'équipement se compose d'un fauteuil dentaire, d'un appareil d'échographie et de consommables. Ces appareils vont faciliter le travail du personnel soignant, mais ils serviront surtout à mieux répondre aux besoins des malades qui se font de plus en plus nombreux, le centre étant ouvert au public. Donc c'est un outil qui sera très très intéressant pour éviter à nos patients d'aller en centre-ville pour un examen qui est vraiment très très courant. Et le plus important, c'est le matériel dentaire avec un gros lot de consommables qui assure un fonctionnement a priori pendant une année. C'est vraiment très très appréciable. La détermination de la Chine-Taïwan à appuyer les efforts du gouvernement pour l'accès aux soins de santé de la population ne s'arrête pas là. Toujours dans la même dynamique, 15 agents de santé seront envoyés à Taïwan pour une formation sur l'utilisation des scanners au mois d'octobre prochain.
La lutte contre l'analphabétisme est un combat de longue haleine et le lancement d'une nouvelle campagne spéciale d'alphabétisation ne peut que contribuer à faire reculer l'obscurantisme. Cette campagne couvre les 13 régions avec pour objectif d'accroître le nombre de personnes alphabétisées. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes filles. Estelle Judith Assorba. Le taux d'alphabétisation au Burkina Faso est de 28,70% selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2006. La campagne spéciale qui vient d'être lancée a pour objectif d'accroître de façon considérable le nombre de personnes alphabétisées au Faso. Le taux estimé est de 60% d'ici à 2015. Pour y parvenir, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place un dispositif. Il s'agit de l'ouverture de plus de 5000 centres d'alphabétisation. La présente campagne a 2 caractéristiques majeures. La première, c'est de pouvoir déclarer alphabétisés au bout d'une session unique de formation ceux et celles qui auront répondu aux exigences de l'évaluation. Ça voudrait dire qu'on ne va pas attendre 2 campagnes comme on le faisait jusque-là pour déclarer alphabétiser une personne qui a réussi. Ensuite, nous avons aussi l'introduction du français oral. Vous voyez, dans notre environnement, le français est très présent. Et les apprenants demandent à être alphabétisés également en français. Donc l'initiative cette année consiste à prendre appui sur les langues nationales, à les alphabétiser dans les langues nationales, mais à aller plus loin. La population cible concernée, les analphabètes et les déscolarisés précoces dont l'âge est de 15 ans révolu, avec une attention particulière en faveur des femmes et des jeunes filles. En plus du français oral, les apprenants seront alphabétisés en Moré, en Djoula, en Fulfulde, en Goulmachema, en Lélé et en Dagara. Cette campagne va s'articuler avec le programme spécial de création d'emplois qui prévoit le recrutement de volontaires pour alphabétisation. Elle s'achève en décembre prochain et 70 000 personnes seront alphabétisées. Améliorer l'efficacité de la dépense publique et instaurer une véritable transparence dans la gestion, ce sont les 2 mamelles de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Cette réforme est au centre d'une campagne lancée aujourd'hui à Ouagadougou. Eleonore Yerbanga, reportage. Après Cotonou et Lomé, c'est au tour de la capitale burkinabé Ouagadougou d'accueillir la commission de l'UEMOA pour sa vaste campagne de sensibilisation et de formation sur les directives des finances publiques. 6 directives soutenues par un nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. La gestion des finances publiques est conçue sur la base de la gestion de moyens. Depuis cette réforme, les États membres de l'UEMOA vont passer à une gestion axée sur les résultats. Cela voudra dire que chaque franc qui sera octroyé au ministère, aux différentes administrations, devra être au préalable justifié et à la fin de la gestion également, leur utilisation doit être justifiée. Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques vise à améliorer l'efficacité des dépenses publiques et instaurer une véritable transparence dans la gestion publique. Contrairement à la première édition qui s'est déroulée en 2010, cette année, les présentations vont être spécifiques. C'est-à-dire que les innovations vont être, les présentations vont prendre en compte donc les innovations apportées dans les directives qui concernent les acteurs en présence. Durant toute la semaine, les responsables financiers vont tour à tour s'entretenir avec les participants et pour ce premier jour, l'honneur revient au contrôleur général d'État et au directeur financier de l'Assemblée nationale de livrer leur communication. Depuis hier, Zignaré abrite un atelier de formation sur l'utilisation des outils de gestion des archives. C'est le ministère des Infrastructures et du Désenclavement qui donne l'occasion à ses agents de maîtriser les ficelles de l'archivage, en ligne de mire la gestion efficace et efficiente des archives du département. Frédéric Etienne Bassenga. Les agents du ministère des Infrastructures et du Désenclavement sont à l'école pour apprendre à mieux gérer leurs archives. Pendant 5 jours, ces 35 agents vont se familiariser à la charte d'archivage, au plan de classement, mais aussi au tableau de gestion et aux procédures de collecte, d'élimination et de communication des archives. Cette formation nous permettra au moins de mieux sensibiliser nos collègues à mieux organiser les archives depuis les bureaux
avant que ça n'arrive au service des archives pour une conservation efficiente. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du ministère des Infrastructures qui vise à optimiser ses rendements. Des documents bien archivés permettent de gagner du temps et par conséquent de renforcer l'efficacité administrative. Il a été décidé de mettre un service d'archives au niveau de chaque direction. Et pour les initiés à l'archivage, on a élaboré ces outils et vu le nombre de documents que nous produisons quotidiennement, que nous gérons quotidiennement, on a trouvé nécessaire de créer ces services-là pour éviter d'avoir des dépôts d'archives inexploités et l'archivage qui permet un gain de temps et d'espace. Ces 5 jours de formation appuyés par l'Union européenne ne sont que la phase théorique. Une autre étape faite de travaux pratiques d'archivage viendra consolider cette phase magistrale dans les jours à venir. L'association SOS 100 se souvient qu'il y a 4 ans, le président du Faso s'engageait à ses côtés en faveur de la promotion du don de sang. Ce geste fort a marqué les esprits, suscité l'adhésion des populations au don de sang. 4 ans après, l'association dresse un bilan. Tanga Kafando. C'est une conférence de presse pour célébrer les 4 années de l'implication du président Blaise Compaoré dans la promotion du don de sang au Burkina Faso. Une implication qui s'est traduite par le don de son propre sang, mais également par des messages tels que donner son sang, c'est sauver une vie, donner son sang est un acte citoyen ou encore je manifeste ma solidarité et ma sympathie envers les malades. Dès lors, l'image du président est associée aux campagnes de collecte de sang, suscitant des adhésions dans les différents groupes sociaux. 4 ans après, c'est un bilan positif de l'utilisation de l'image du chef de l'État que dresse l'association SOS 100. Nous sommes satisfaits de l'apport du chef de l'État à la promotion du don de sang. Parce qu'il ne faut pas nuancer, on a dit promotion don de sang, parce qu'il y a 5 ans de cela, l'engouement qui s'est créé autour de cette promotion, de cette collecte de sang n'y était pas. Nous voyons aujourd'hui que des partis politiques, des associations eux-mêmes organisent des collectes de sang. Donc nous disons que nous sommes satisfaits de l'apport, de l'image du président du Faso que nous avons utilisé ces 4 dernières années. Au cours de cette même période, 47 000 poches de sang ont été collectées par l'association SOS 100. Des efforts non négligeables selon les responsables compte tenu de leurs moyens, mais les différentes structures intervenant dans la collecte et le traitement du sang doivent encore travailler à résoudre les problèmes qui handicapent souvent les circuits afin que le sang soit toujours disponible dans les formations sanitaires.